Sans le Nil, l'Égypte n'aurait jamais existé. Mais comment un fleuve a-t-il pu nourrir des millions d'habitants pendant des millénaires? Derrière cette réussite se cachent des technologies oubliées, l'irrigation et le mystérieux nilomètre. Quand on pense à l'Égypte ancienne, on imagine immédiatement les pyramides, les pharaons ou les hiéroglyphes. Mais derrière cette grandeur se cache une réalité simple. Sans le Nil, il n'y aurait jamais eu de civilisation égyptienne. Hérodote, au 5e siècle avant notre ère, résumait cela en affirmant que l'Égypte est un don du Nil. Chaque année, entre juin et septembre, le fleuve sortait de son lit à la suite des pluies torrentielles tombées dans les hauts plateaux éthiopiens. Ces crues, prévisibles mais variables en intensité, recouvraient les terres d'un limon noir extrêmement fertile, capable de transformer une bande étroite du désert en un jardin luxuriant. Ce cycle annuel rythmait toute la vie égyptienne. Les saisons agricoles, la fiscalité, l'organisation sociale et même la religion dépendaient du Nil. Une crue abondante signifiait prospérité et récolte généreuse. Une crue trop faible pouvait entraîner la famine, comme le montrent certains textes rapportant des disettes au cours de l'Ancien et du Moyen Empire. À l'inverse, une inondation trop violente pouvait détruire villages et champs. Les Égyptiens devaient donc apprendre à domestiquer cette force de la nature et à la comprendre. Dès les premières dynasties, ils mirent au point des systèmes pour canaliser l'eau, la stocker et la redistribuer. Ils inventèrent aussi des instruments pour mesurer le niveau du fleuve et prédire ses effets. Ces innovations, l'irrigation et le nilomètre, allaient devenir la base d'une véritable technologie hydraulique qui permit à l'Égypte de prospérer pendant plus de 3 millénaires. Au cœur de l'Égypte ancienne, tout dépendait d'un phénomène naturel, la crue annuelle du Nil. Chaque été, vers la fin du mois de juin, les eaux commençaient à monter, atteignant leur apogée en septembre, avant de se retirer en octobre. Ce cycle était dû aux pluies intenses, tombant dans les hauts plateaux d'Éthiopie et dans la région des grands lacs africains. Transportées sur des milliers de kilomètres, ces masses d'eau se déversaient dans la vallée égyptienne, un territoire aride où il ne pleuvait presque jamais. Ce phénomène, à la fois régulier et vital, avait un effet spectaculaire. En se retirant, le Nil laissait derrière lui une couche de limon noir riche en nutriments. Ce dépôt fertile transformait les rives désertiques en champs cultivables, permettant la culture des céréales comme l'orge et le blé amidonnier, mais aussi des légumes, du lin ou encore des dattes. C'est grâce à ce sol régénéré chaque année que l'Égypte pouvait nourrir une population croissante et accumuler des surplus agricoles. Les Égyptiens organisaient leur calendrier autour de ces crues. L'année était divisée en 3 saisons. Akhet, l'inondation, Péret, la germination, et Chému, la récolte. Ces saisons structuraient non seulement le travail des champs, mais aussi la fiscalité et la vie religieuse. Une crue abondante était interprétée comme une bénédiction divine, souvent attribuée au dieu Hapi, personnification du Nil. Cependant, l'équilibre restait fragile. Une crue insuffisante entraînait de mauvaises récoltes et pouvait provoquer la famine. Inversement, une crue trop forte détruisait les habitations et noyait les cultures. Cette dépendance extrême au fleuve explique pourquoi les Égyptiens cherchèrent très tôt à observer, mesurer et, dans la mesure du possible, contrôler ce phénomène. C'est ce besoin qui conduisit au développement des premières techniques d'irrigation et à l'invention du nilomètre. Face à l'importance vitale du Nil, les Égyptiens mirent en place très tôt des moyens pour canaliser et exploiter ces eaux au-delà de la crue naturelle. Les archéologues ont retrouvé des traces de systèmes d'irrigation dès l'Ancien Empire, vers 2700 avant Jésus-Christ. Le principe était simple mais efficace. Détourner une partie de l'eau du fleuve dans des canaux creusés manuellement et la stocker dans de vastes bassins. Lorsque la crue se retirait, ces réservoirs pouvaient être ouverts pour irriguer les champs, garantissant une humidité suffisante pour les cultures. Ces infrastructures nécessitaient une organisation collective impressionnante. Les travaux de creusement, d'entretien et de gestion de l'eau étaient supervisés par l'administration pharaonique. Cela renforçait l'autorité centrale, car contrôler l'eau, c'était contrôler la vie économique. Des digues et levées de terre étaient également construites pour protéger certains villages et rediriger les flux.
Parmi les outils emblématiques de cette maîtrise hydraulique figure le shadouf, apparu vers le 2e millénaire avant Jésus-Christ. Cet appareil consistait en un long levier avec un contrepoids d'un côté et un seau de l'autre. Actionné manuellement, il permettait de puiser l'eau du fleuve ou des canaux et de la verser dans des rigoles d'irrigation. Plus tard, à l'époque ptolémaïque, après 300 avant Jésus-Christ, une autre invention fit son apparition, la sakia, une roue hydraulique équipée de godets, souvent actionnés par des animaux. Elle permettait de soulever l'eau en continu, facilitant l'irrigation de surfaces plus vastes. Grâce à ces techniques, les Égyptiens purent étendre leurs zones agricoles bien au-delà des limites naturelles de l'inondation. Ils réussirent à sécuriser leurs récoltes, même lors de crues faibles. Ces innovations, fruits d'un savoir empirique transmis sur des siècles, transformèrent l'Égypte en l'un des territoires agricoles les plus prospères de l'Antiquité, au point de devenir le grenier à blé de la Méditerranée. Si l'irrigation permettait de mieux utiliser l'eau du Nil, il restait un problème majeur. Comment prévoir l'ampleur de la crue ? Les Égyptiens inventèrent pour cela un dispositif unique, le nilomètre. Son rôle était de mesurer le niveau du fleuve et d'anticiper les récoltes à venir. Les plus anciens exemples connus datent du Moyen Empire, vers 2000 avant JC, même si certains chercheurs estiment que des dispositifs rudimentaires existaient dès l'Ancien Empire. Il existait 3 types principaux de nilomètres. Le plus simple était une colonne verticale graduée, plongée dans l'eau, où l'on pouvait lire la hauteur de la crue. Le second type prenait la forme d'un escalier descendant jusqu'au fleuve. On comptait le nombre de marches immergées. Le troisième était un puits relié au Nil par un canal souterrain. L'eau y montait ou descendait au rythme du fleuve, permettant des mesures plus précises, protégées des courants. La signification de ces mesures était capitale. Une crue idéale se situait autour de 16 coudées, environ 8 mètres, à Memphis. En dessous, la famine menaçait. Au-dessus, les destructions devenaient probables. Ces informations servaient à planifier l'agriculture, mais aussi à fixer les impôts. En effet, plus la crue promettait une récolte abondante, plus les taxes sur les paysans augmentaient. Les prêtres et les scribes, qui contrôlaient le nilomètre, détenaient ainsi un savoir essentiel et stratégique. Des nilomètres célèbres subsistent encore aujourd'hui. Le plus connu se trouve sur l'île de Rhoda, au Caire. Construit à l'époque abbasside, en 861 après Jésus, il reprend une tradition pharaonique plusieurs fois millénaire. On en trouve aussi sur l'île d'Éléphantine, à Assouan, où des inscriptions en hiéroglyphes rappellent l'importance religieuse et administrative de ces mesures. Le nilomètre n'était donc pas seulement un instrument technique. C'était un outil de pouvoir, un lien entre nature, religion et organisation politique. La maîtrise du Nil fut bien plus qu'une question agricole. Elle devint le fondement même de la puissance égyptienne. En réussissant à contrôler et à prévoir les crues, les anciens Égyptiens assurèrent une stabilité alimentaire exceptionnelle pour l'époque. Cette abondance permit l'essor des villes, le financement des grands chantiers et le développement d'une administration centralisée capable d'organiser le travail collectif. Ainsi, la technologie hydraulique fut indissociable de la naissance de l'État pharaonique. L'influence de cette gestion de l'eau se prolongea au-delà de l'Égypte. Les Grecs et les Romains, fascinés par la fertilité de la vallée, étudièrent les systèmes d'irrigation et s'inspirèrent de la précision des mesures nilométriques. À l'époque romaine, l'Égypte devint le principal fournisseur de blé de l'Empire. Les surplus produits grâce au Nil assuraient le ravitaillement de Rome et d'Alexandrie, confirmant le rôle stratégique du fleuve. Le symbolisme du Nil traversa également les âges. Dans la religion égyptienne, la crue était personnifiée par le dieu Hapi, représenté comme une figure bienveillante portant des offrandes. Le cycle du fleuve fut intégré à la vision cosmique. L'inondation annuelle n'était pas seulement un phénomène naturel, mais une manifestation de l'ordre universel, le Ma'at, garant de l'équilibre du monde. Aujourd'hui encore, le Nil reste vital pour l'Égypte moderne. Le barrage d'Assouan, inauguré en 1970, poursuit cette logique millénaire de contrôle de l'eau, mais à une échelle inédite.
Là où les anciens observaient et accompagnaient le cycle naturel, les ingénieurs modernes cherchent à le dominer. Cela a permis d'assurer l'irrigation permanente et la production d'électricité, mais aussi entraîné des défis écologiques comme la disparition du limon fertilisant. L'histoire des crues, de l'irrigation et des nilomètres rappelle ainsi une vérité intemporelle. La maîtrise de l'eau conditionne la survie des sociétés. Les Égyptiens en firent la démonstration il y a plus de 4000 ans, et leur héritage continue d'inspirer notre rapport à la nature et à la technologie. L'histoire du Nil nous rappelle combien la survie d'une civilisation dépend de sa capacité à s'adapter à son environnement. Grâce à l'irrigation, 7 fois, normale et meilleure fois, aux canaux et aux nilomètres, les Égyptiens ont transformé un fleuve imprévisible en la base d'une prospérité durable. Ces savoirs, mêlant technique, organisation et symbolisme religieux, ont permis à leur civilisation de durer plus de 3 millénaires. Mais cette réussite était fragile. Une crue trop faible ou trop forte pouvait bouleverser l'équilibre du pays. C'est là toute la leçon de l'Égypte ancienne. Dompter la nature ne signifie pas la contrôler totalement, mais apprendre à vivre avec ses rythmes. Aujourd'hui encore, le Nil demeure vital, rappelant l'actualité de cette sagesse vieille de plus de 4000 ans.